sonore. Et forcément, quand on parle de décibels, on parle de musique. Et quand on parle de musique, on parle d'un géant, d'un énormissime grand talent de la musique ivoirienne et africaine. Par-delà, il a fait le tour du monde des scènes avec sa voix d'or, sa voix de rossignol. Quels sont les qualificatifs que j'oublie en qualifiant la voix de Baïs Pinto? Quel qualificatif après la voix d'or, le rossignol, le bélier d'or? Non, mais tout ça, c'est la poudre aux yeux. La poudre aux odeurs. Vous avez été une poudre. C'est la poudre aux yeux des gens. C'est la poudre aux yeux. Moi, c'est Baïs Pinto. Tout court. Ouais. Les superlatifs, tout ce qu'on peut dire autour de la qualité de la voix. Je dis merci à tous ceux qui le disent. Et merci au bon Dieu de m'avoir donné cet organe-là. Pour mon pays, pour chanter pour mon pays, pour l'Afrique, pour tout le monde. Mais souvent, c'est... Quand on est seul, on est seul, on est dans un groupe d'artistes comme ça, et puis on dit tu es le rossignol et tout, tu es le... C'est gênant. D'intimité sur un plateau de télé pour remonter une enfance qui peut-être aura été celle de tous les enfants africains, mais surtout avec des prises de risques qui t'auront permis d'être ce que tu es. Non, j'ai pris des risques énormes, parce que c'était pas évident dans les années 60 ou 65. Dire à des parents que tu arrêtes tes études, comment on appelle, en plus des études secondaires, puisque à cette époque-là, quand tu as ton certificat d'études primaires, c'est que tu es très avancé. Et quand tu as eu ça, tu es un fonctionnaire de l'État et les gens... Et donc, je me suis battu pour avoir mon certificat d'études primaires, je me suis battu pour aller un peu au collège jusqu'à en troisième. Je voulais même aller plus et tout, mais la musique me retenait et je ne pouvais pas ne pas en parler aux parents. Leur dire que, comme ça, leur dire que moi, je ne peux plus aller à l'école. C'est pas parce que l'école ne m'intéresse pas, mais je ne peux plus parce qu'il y a la chanson qui me transporte. Sacerdoce, une sorte d'appel. Qui me transporte. Alors mon père me dit, mais va voir ta mère, dis-lui ça. Si tu penses que ce que tu dis là, ça va lui donner à manger, dis-lui ça. Parce que moi, je peux manger, mais dis à maman. Alors je dis à maman, moi je veux devenir chanteur. On était déjà ensemble, on faisait nos petites répétitions, on était branchés, on savait qu'il nous fallait du matériel pour former notre groupe. Vous étiez l'ami de la famille? Non, non. Votre père avait combien d'enfants à cette période? Mon père, il avait à cette époque-là, dans les 18 enfants. Moi, je suis le 10e enfant de ma mère, elle en a fait 10. Ce qui fait que moi, le désintérêt de votre père. Personne ne compte sur moi, personne. De toute façon, quand j'ai dit j'arrête, bon, personne s'en occupait et tout. Et moi, j'ai continué à croire à la chose, j'ai continué à fréquenter mes amis. Mais même parlons de cette rencontre qui sera capitale et décisive. Votre maman compte sur vous. Vous êtes en classe de 3e. Et cette rencontre, qu'est-ce que vous lui dites? Et comment elle va prendre cette nouvelle-là? Maman était triste, elle me dit, mais est-ce que tu crois que ça va te donner à bouffer? Comme papa a dit, ça va te donner à bouffer, on va bouffer. Est-ce que tu crois qu'on va bien vivre tu as bien vu ton art et tout? Mais moi-même, je n'avais pas de réponse à cela. Je n'ai pas donné de réponse. Simplement, j'aime la chose, je vais le faire. Je dis, c'est ce que je veux faire. La passion, vous étiez... Voilà, je n'ai pas de... Parce que je ne peux même pas savoir combien les Amédée Pierre, à cette époque-là, gagnaient ou les Louga gagnaient. Parce que ce que les gens oublient, c'est que nous autres, on était les enfants. Les Amédée Pierre, Aristo Djedje, Félix, Zachary Noël, tout ce groupe-là, moi je n'étais pas à ce niveau-là, j'étais trop petit, je démarrais ma carrière et tout. Une fois je suis allé voir Amédée Pierre chez lui, il bouffait, il avait son plat de foutou devant lui, père son âme, et quelqu'un est venu dire, ah, voilà le petit chanteur du quartier actuellement, il s'appelle Baïs Pinto. À peine même il a regardé qui était le petit chanteur. Il a à peine regardé, il était dans son foutou. Il dit, ok, d'accord. Il a continué à manger son beau foutou. Tu comprends? Alors cette scène, on va rester sur scène. Oui. Et cette scène-là, justement, et quand il vous retrouve quelques années plus tard, et qu'il se souvient de ce jeune homme qu'il avait plus ou moins dédaigné du regard, quel est le sentiment qui l'anime? Non, mais d'abord, il regarde ce geste-là de mépris.
il regrette parce que, bon, il faisait pas attention à ça, il faisait pas attention, il était en train de manger son foutou. Nous, on arrive, on présente quelqu'un qui va au Club Med, mais qui était chanteur de petits groupes de quartier. Donc, ce n'est pas Amédée, il faut dire ça. Non, Amédée, c'est le top des tops. Il n'a pas le temps de regarder ça. Alors, à quel moment, puisque la maman, évidemment, je suppose que elle est analphabète, il est décidé de ton entrée sur la scène. Personne ne décide. Je pars de la maison, je prends mes clics et claques et je pars de la maison avec mes amis à Habitat Craon. C'est un quartier de Trècheville à Abidjan. Trècheville, Habitat Craon, devant le cinéma, on avait toutes nos petites go là, on avait tout là. On allait au cinéma, on avait notre petit groupe, on commençait à chercher. C'est l'époque des yéyés, ça. On allait nous acheter la première guitare, les premiers instruments, les premiers trucs. On avait des guitares fabriquées par nous-mêmes, on répétait, on faisait nos trucs. Le batteur, il avait ses petites baguettes tapées sur les bouts de bois, comme ça. Et le jour où on a eu la première vraie guitare, les premiers vrais sons sont sortis, on avait les disques aussi qu'on écoutait pour apprendre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Le premier groupe était les One Pouce. Les One Pouce, on est resté. Le premier concert à Dabou, on faisait Allô, allô, les One Pouce dans tel stade. Allô, allô, les One Pouce, avec le chanteur John, machin et tout ça. C'était pas Baïs Pinto, hein. John, machin, avec 2 chanteurs, avec Pierre-Antoine, paix à son âme. On fait des annonces comme ça, petites annonces comme ça. Et puis, quand on commence à jouer, les gens viennent, ils sont devant la porte, ils écoutent. Bon, quand il y a des petits sons qui les plaisent, ils rentrent pour voir, par curiosité, ils regardent comme ça. On a 3 pèlerins, on regarde, puis la soirée est finie, on rentre sur Abidjan. Et puis et après, le fil de lui, il y a eu maintenant des gens qui ont dit, mais on a entendu des enfants jouer là. Non, pas du matériel, mais si on leur donne du matériel, hein, si on leur donne du matériel, ils peuvent devenir des gens. Et il y a des gens qui ont misé sur nous. Un monsieur comme Madi Sanfo, il est venu à du matériel pratiquement de 20 millions. D'un coup, tu vois du matériel neuf. Tu sais même, tu dis, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Ma vie change. Tout est neuf. Le rêve prend forme. Mais on va parler d'une période. Les débuts des années 60, les débuts des années 80, fin des années 70. Mais on va retrouver un grand classique. Excusez-nous un peu pour la qualité de l'image. On est au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, une sorte de face-à-face, Baïs Pinto, Louga François. Et regardez ces images, vous allez peut-être laisser couler une larme. Ça, Taxi Senhor, now may I come Taxi Senhor, Taxi Senhor,
Baïs Pinto, oui. Taxi Sounion, le tube culte éternel quand même. Ouh là là. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? On était tous gosses quand même. Oui. Gosses, Les années 80, Baïs Pinto opposé à Louga François d'ailleurs. Ouais. Vraiment, ce sont des histoires qui marquent toute une vie. Télévision, ils étaient pas la télévision parce qu'il va chanter. Et vraiment, franchement, nous sommes émus ce soir de revoir ces images. Moi, mes grandes sœurs, elles n'écoutaient pas la chanson, elles fermaient les yeux, elles imaginaient Baïs Pinto dans leurs bras. Mais bon, j'ose espérer que tu n'as pas passé leur bras. Non. C'est pour le meilleur de notre famille. Alors, mais restons toujours. Vous parlez de ta carrière et notamment cette grosse prise de risque de cette époque de chanter devant un chanteur ta carrière et toi qui venais avec un tube qui était plus ou moins un petit poussé dans l'arène. Comment tu vis ce moment-là, ce face-à-face organisé par des gens comme Ben Soumaoro, George Benson, Camille, voilà, BBC. Comment s'est préparé ce duel, ce face-à-face? Oh, en fait, on n'était pas... C'est-à-dire que... Ce n'était pas une guerre entre les artistes. Mais comment vous avez joué ça? C'est-à-dire qu'ils nous ont... C'est une scène, ils nous ont fait, c'est une mise en scène. Ouais. Ils nous ont amenés à Bingerville, hors d'Abidjan d'ailleurs, pour nous dire comment ça allait se passer et tout. Vous étiez au vert. Et nous, on se disait que, bon, ben, on chantait. On ne se déplaçait même plus pour aller en spectacle. Il fallait créer des mouvements pour que les gens viennent dans des spectacles et tout. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était génial. Baïs Pinto, Louga François, c'est génial. Mais les gens, par rapport au spectacle lui-même, les gens ont pris ça pour faire des racoulages par moment. Non, mais surtout que derrière, une petite mafia autour. Non, voilà, en même temps, ils ont monté l'affaire de telle sorte que je sois beaucoup limité dans mes prises de risques en tant que chanteur. En fait, vous avez eu l'impression parce que j'étais numéro 1 avec Taxi Sounion, Poignon numéro 1 aussi. C'est comme ça dans les années, hein, d'Ivoire Dimanche, Poignon numéro 1, et Taxi Sounion numéro 1. Après, Anoumé vient derrière. Tu t'imagines si Anoumé vient derrière, il est numéro 1 aussi. Louga aussi faisait des numéros 1 avec Marie, qui était composée par... Avec Ouglia, mais qui sont une année auparavant quand même. Voilà. Quand vous arrivez, vous occupez les charts, le numéro 1 des parades. Donc, il faut quand même qu'on sache qui est qui dans l'affaire. Hein, mais comme ça, là, en nous disant non, on ne fait pas ça, on est limité. Donc moi, personnellement, bon, j'ai fait le spectacle parce que je suis un professionnel. Mais ce n'est pas comme ça, j'aurais dû le faire. Vous gardez encore un souvenir amer de cette période? J'ai pas aimé, et je le dis toujours, j'ai pas aimé la manière dont le spectacle a été traité, surtout pendant avec mon orchestre. Puis moi, j'avais un orchestre. S'il voulait faire de vrais duels avec moi, il venait à mon orchestre. François chantait du James Brown avec I Feel Alright. Moi, je chantais du Papa's Got Brand New Bag ou je chantais du I Feel Good. C'est là que les gens allaient voir des trucs. Ils allaient voir des trucs. Et on me laissait avec mes costumes. Parce que moi, j'ai acheté mes costumes chez Robero à Paris. C'est pas Chris Seydou, personnel qui allait me coudre des petites chemises, puis des patrons qu'on lâchait sur scène et tout. Non, mais j'ai pris, mais je... Dans Félix Houphouët-Boigny, par rapport à personne. Après, chacun, vous avez eu 10 millions. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était une affaire comme ça. Donc moi, je l'ai pris comme ça. Et puis en plus, j'étais le jeune. Mais vous n'avez pas reçu les montants annoncés par Félix Houphouët-Boigny? Si. C'était combien? 10 millions, je ne me trompe pas. Le président donnait 5 millions. 5 millions, enfin. Et Amadou Tia m'a donné 1 million, ça faisait 6 millions. Mais moi, franchement, j'ai aimé le côté François Louga. Franchement. Parce que François Louga, c'est notre papa, mon papa aussi à moi, hein. C'est lui qui nous a montré comment il faut faire la scène, comment il faut se tenir et tout ça. Donc le respect de ça, je l'ai eu. Je l'ai jusqu'à présent, même après sa mort.
je ne vais jamais dire des choses à travers. Parce que c'est les gens, ils ont l'impression que moi, je suis concurrent François Louga. Non, moi, je ne suis pas concurrent François Louga. On a appris des choses avec ce monsieur. Mais nous sommes des nouveaux loups. Donc nous, on veut prendre le coin, on veut perturber le système. C'est ça que, les gens n'ont pas... Disons que ce duel-là, ce face-à-face du Palais des Congrès, a fini par entériner dans l'esprit des gens cette concurrence qui est restée finalement jusqu'à la mort de François Louga et qui aujourd'hui vous suit encore puisqu'on en parle dans ce débat. Et les gens parlent de ma voix maintenant, les gens parlent de la voix, mais Baïs Pinto, mais purée, tu as vu ça, la voix, mais les blancs même qui étaient là, il y a un qui fait des trucs et puis un qui a la voix, il chante comme on appelle, comme Ray Charles, il chante comme des trucs comme ça. Donc c'était pour dire que faut pas qu'ils fassent des comparaisons entre François Louga et moi. Baïs Pinto, ces gars, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. En tout cas, nous, on a été fiers de cette période. Elle a été super. Et je peux vous dire que si j'avais le pouvoir du Christ, j'aurais ressuscité Louga François et peut-être même James Brown pour être l'arbitre de ce face-à-face. Baïs Pinto. Souvenir d'ailleurs de cette période de face-à-face. Voici la chorégraphie très empruntée. Qui débarque du Abidjan City Breaker. C'est en image, on regarde. Souvenir d'une belle époque avec ces épaulettes-là. Sans compter ces danseurs qu'on voit en train de faire des pas de breakdance. Rien à voir avec la musique. On se dit, ils viennent d'où? Est-ce que tu les empruntes comme ça à quelques secondes de la montée sur scène? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'époque qui est comme ça. Tu demandais ça en fait? Oui, les gens ont fait la chorégraphie par rapport au son qui était là. C'était un nouveau son en fait, un disque qui n'était même pas connu, qui venait juste de sortir, qu'on a promotionné le jour du spectacle. Il y avait 6-7 titres comme ça que BBC a fait et qu'il a promotionné le jour du spectacle. Mais en tout cas, les gens ne connaissaient pas, donc ils n'ont pas réagi comme tu aurais souhaité qu'ils réagissent. Mais après, quelques années plus tard, c'est devenu des tubes. Louga ne faisait plus la concurrence à Baïs Pinto qui était pratiquement roue libre. Et on se souvient encore des chansons comme Blénalou, Boli Florence, Ntales. L'histoire de la musique africaine. Alors, on va parler d'une période difficile, hein, peut-être pour nous les fans, cette période rock B. On ne dit pas qu'on n'a pas compris la musique, mais on n'a pas compris les critiques, forcément, parce que la presse entière t'en a voulu de ce mélange bébé et rock.
puisque tout le monde voulait te voir dans la partie crooner, lover. Non, mais d'abord, on avait affaire à des personnes qui ne connaissaient pas. C'est-à-dire que la musique, c'est un métier. Ou bien tu vas à l'école pour l'apprendre, il y a des notions. La musique ne se fait pas au hasard. Les gens croient que c'est au hasard qu'on fait la musique. Non, tu peux le faire, il y a des chances. J'ai appris, je suis Paul Béchet, option piano, donc je suis pianiste, j'ai fait mes chansons, je compose mes chansons et tout. Mais alors, selon vous, ouais. Qu'est-ce que les artistes, les journalistes n'ont pas compris? Les journalistes d'abord, les gens n'ont pas compris que j'étais un rocker. Et c'est des villageois. C'est-à-dire qu'ils viennent du village, ils sont venus à Abidjan et tout. Moi, je suis né à Abidjan. Je suis un rocker, je suis le premier rocker un peu dans le milieu des jeunes. Tout le monde, toute la jeunesse qui me connaît bien, à Trècheville, savent que nous... Je n'avais jamais dit, moi, que j'allais prendre du bébé et puis mettre ça dans du rock. Mais quel est le sens, ça? Prendre du bébé et mettre dans du rock. Ça a quel sens, ça? C'est quel compositeur, ça? Il y a des compositeurs qui peuvent le faire, qui le fassent. Mais moi, j'ai jamais dit... c'est une combinaison qui je n'ai jamais parlé de ces choses-là. Les gens ont fait des combinaisons entre eux et puis ils ont commencé. Parce que tu sais que pour m'atteindre, c'était trop difficile. Il fallait casser ma voix. Et là, on est en 1990. Et il fallait casser ma voix, c'était pas évident. Il fallait casser. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que 2 ans plus tard, oui, tu réussis à te... Avec Anjo, je crois, oui, et Eva. Oui. Comment tu expliques ça? Tu t'es dit, je travaille en m'éloignant des bruits, oui, je m'occupe pas. Parce qu'après, à un moment donné, ces personnes-là faisaient un peu la honte de... Ils avaient la honte quand on se voyait dans le milieu, parce qu'ils maîtrisaient. Tu ne peux pas parler de rock sans maîtriser le rock. En disant que oui, pourquoi il fait du rock et tout ça, et pourquoi il fait du rock. Mais pourquoi je ne fais pas du rock? Pourquoi d'abord? Pourquoi j'en fais pas? Aujourd'hui, il y a des Français qui s'intéressent au rock. Ils veulent qu'on... Non, du rock. Ah ouais, du rock africain. Okay. Du rock africain. Ouais. Pas du oui, du rock africain. Parce que moi, ma démarche, c'était du rock africain qu'a pris Johnny Hallyday. Il a fait du rock africain. C'est ça, c'est la démarche. Charbonna, Ali Farka. C'est du rock africain. Ce n'est pas du rock qu'on prend, on prend du bébé du village, du Séré Simplice, et puis on met du rock dedans. On peut en faire comme ça en mettant des guitares. Mais ce n'est pas... Le nom rock B. Et puis le rock B... Ça sort d'où alors? Le nom rock B sort... C'est pas un mélange B. Non. Le rock B, le B là. Ouais. Ça? Ouais, le rock qui résonne, qui sonne, qui tonne. Rock B. Le gars dit bébé. Où est bébé dans ça? C'est-à-dire que moi-même, je me regarde souvent, je me demande pourquoi je suis devenu sur la terre des Ivoiriens. Parce qu'en fait, je devais être américain. Je devais être américain. Pourquoi je me demande? Parce que les Ivoiriens, c'est pas eux les Ivoiriens, parce qu'ils sont formidables, pas eux les Ivoiriens. Les Ivoiriens, je n'ai rien à reprocher aux Ivoiriens en tant que tel. Mais je veux dire, il y a des choses dans ce pays-là. Il faut te retirer. Je donne des exemples. Je donne des exemples. Oui. Tous les créateurs, les bons créateurs, sont tous tombés. Enesu Dieye, bon créateur, il est tombé. Jimmy Ascent, bon créateur du Goli, il est tombé. Comment on appelle Nyawore Jimmy, bon créateur. C'est des créateurs, je ne parle pas de tomber. Gay Vitor, bon créateur de l'équiné, il est tombé. Doub Saga, bon créateur de coupé décalé, il est tombé. Mais attends, donc si on me dit, toi tu as fait du Gwegwe rock, nous on ne veut pas de ça là, j'ai fait comment? Je me retrouve. J'ai failli tomber là. J'ai failli tomber. Non, j'ai failli tomber. Alors vous êtes des créateurs, quand vous entendez ça. Non, mais attends, quand tu vois, ça fait peur. Et la liste, elle est longue. La liste est longue. Elle est longue. Et les créateurs. Là, quand même, l'image est forte. Mais en tant que créateur, quelle analyse tu fais de ce que vient de dire? Non, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de méchanceté quand même. C'est dur, c'est dur. Il y a beaucoup de méchanceté. Pour rien. Les artistes, ils sont torpillés. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui racontent plein de choses sur toi. C'est difficile. Donc, souvent, si tu n'as pas la carapace assez dure pour tenir, pour résister, mais tu plonges et puis après c'est... Je prends le professeur au mot. Ouais. C'est par rapport à tout ça que des tubes viennent s'accrocher et tout.
on parle de rock B. Tu viens avec Anjo, tu écrases, tu es numéro 1 des charts des ventes. Après, on continue. Tu tends à l'Olympia, tu cartonnes là-bas, tu reviens. Alors, pour qui il te lâche. C'est de la méchanceté, simplement. Il y a eu quelques méchants, mais ces personnes-là ont reconnu leur tort. Parce que celui qui a parlé du rock, dans un truc de variétoscope. En tout cas, Baïs Pinto... Quand variétoscope, tu fais du rock, et puis tu dis l'autre, tu fais du rock B. Alors, je ne comprends plus rien. Alors, il faut que les Ivoiriens sachent qu'il n'y a jamais eu de rock B. Parce que ce n'est pas le rock B, comment on appelle, c'est pas rock B. Il n'y a jamais eu ça. C'est ça, les gens pensent que c'est du B. Non, je n'ai jamais fait de CD rock B. Ils n'ont pas. J'ai fait 17 CD. Je suis à mon 17e, bientôt le 18e qui va arriver. Il n'y a pas de rock B dans quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai fait, qu'on appelle ça confusion. Mais ça, c'est du rock pur et dur. Mais il faut qu'ils achètent le CD qu'on appelle publicité mis à part mystique. Et ils voient le titre qu'on appelle confusion. Ils comprendront. Dans Africando, pour parler évidemment de ces rencontres, de ces diversités. Et puis on se dit, si le créateur du Zigibiti est décédé, du Lekiné est décédé, et que vous avez mangé pendant plus d'une quarantaine d'années le taxi Sounion, est-ce que vous êtes aujourd'hui à la tête d'une compagnie de taxi en Côte d'Ivoire? Non, j'en veux pas. Moi, je suis pas. J'en veux pas. Parce que l'exemple n'est pas bon. L'exemple n'est pas bon. Taxi Sounion, en tout cas. Les taxis. À jamais. Non. Merci beaucoup à Lee. Qui nous a raconté, autant que faire se peut, son parcours. Merci Baï. Peut-être un mot à l'endroit de tes fans de par le monde. Voilà, alors, pour continuer, pour leur dire que le 3 avril, j'ai le concert à Paris. Donc, j'appelle toute l'Europe, ceux de l'Europe, de venir à Paris pour retrouver des standards. Le 3 avril, il y a le premier show là-bas, à Paris. Ils auront eux-mêmes, ça va se passer. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Jaco Bleu, tout en bleu, forcément. Bon, c'est peut-être une coïncidence. Jaco Bleu et bien sûr, on a été heureux de partager ce moment avec toi. On ne saurait quitter ce plateau sans un a cappella d'une chanson culte. La guada, allez, panignoa, Marie. La guada Ave Maria, la guada Ave Maria, la guada. Oh, c'est very nice. Merci, bien sûr, pour cette version aseptisée et tropicalisée du célébrissime Ave Maria. On était heureux d'être en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre mot du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.